Rémi, c'est à vous. Merci. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Français du Monde de m'avoir invité et merci à l'Institut français de nous accueillir ici. Donc, je m'appelle Rémi Millot et je suis chef de projet pour EcoShip à l'intérieur de Peaceboat. Alors, Peaceboat, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà vu ce poster quelque part? Ouais. Alors, si vous ne l'avez pas vu, ça va arriver dans des toilettes près d'Anizagaya, près de chez vous, normalement. Alors, il y en a 150 000 au Japon, des posters comme ça. Et si j'oublie pas de vous dire pourquoi, rappelez-le-moi à la fin, parce que c'est très intéressant. Alors, donc Peaceboat, c'est 1000 personnes, pour la plupart japonais, et on fait des tours du monde 3 fois par an. Donc voilà, c'est des tours du monde qui durent environ 3 mois et demi, donc 105 jours, et toujours depuis le Japon, et on revient vers le Japon. Donc, tchac. Donc on existe depuis 1983. L'origine de Peaceboat, c'est extrêmement intéressant en fait. C'était en 83, il y a eu ce qui s'appelle la controverse des livres d'histoire, où les livres d'histoire scolaires au Japon, le mot invasion de la Corée, de la Chine, allait être remplacé par le mot avancée. Donc avancée dans ces pays-là. Et évidemment, ça a créé beaucoup de controverses. Et un groupe d'étudiants de Waseda, en sciences politiques, a décidé d'affréter un bateau, un tout petit bateau, et d'aller en Chine, et d'aller en Corée pour parler aux gens, et essayer de mettre un visage un peu sur ces concepts qui peuvent être parfois très très abstraits, qui sont des pays. Et cette initiative-là, elle a eu lieu tous les ans pendant 6 ans. Et après, on est devenus mondiaux et on a commencé à faire des voyages comme ça, mondiaux pour la paix, avec toujours l'idée que quand on rencontre quelqu'un, quand on met un visage derrière un pays, la prochaine fois qu'il y aura un conflit avec ce pays-là, on ne pourra jamais penser à faire la guerre avec ce pays-là. On pensera toujours au dialogue comme forme de résolution de conflit en premier. Donc, d'autres chiffres, on a donc ICANN qui est la coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires a eu le prix Nobel de la paix en 2017 et Peaceboat fait partie du comité exécutif d'ICANN. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. Donc, on a fait plus de 60 voyages autour du monde. Ça correspond à 80 ports, plus de 80 ports visités dans plus de 100 pays. Nous sommes une ONG donc, au statut consultatif spécial auprès des Nations Unies depuis 2002. Et nous sommes porte-drapeau des objectifs de développement durable, donc SDGs en anglais. Alors, une croisière, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors ça, c'est la croisière actuelle. Donc on est, là aujourd'hui, on est arrivé en Grèce. Donc on est à Santorini Island. Et ça, c'est l'hémisphère, croisière hémisphère nord. Donc généralement on a 2 croisières hémisphère nord, une croisière hémisphère sud par an. Donc on suit un petit peu le soleil. Donc ça c'est la croisière la prochaine qui part en septembre et qui revient un peu avant Noël. Là encore 25 ports dans 23 pays. Et la 100e, on va fêter la 100e croisière Peaceboat qui fera donc l'hémisphère sud avec Japon, Chine, Singapour, île Maurice, Réunion, Madagascar, Mozambique, Afrique du Sud, Namibie, Brésil, Uruguay, Argentine encore, Chili, île de Pâques, Tahiti je crois. Voilà, Papeete, Bora Bora, et on rentre à la maison à Yokohama. Donc voilà, ça vous donne une image un peu du type de tour du monde qu'on fait. On a aussi des croisières plus courtes qui durent en général 2 semaines. Donc on a ces croisières-là 2 fois par an entre des tours du monde. Et une croisière courte qui est pour moi très intéressante, c'est celle-là, ça s'appelle le Peace and Green Boat. Et on a la moitié des passagers du bateau qui sont japonais et la moitié des passagers du bateau qui sont coréens. Et à l'intérieur du bateau, on aura aussi bien des conférences et des ateliers sur l'histoire des 2 pays, mais aussi sur la littérature. On va organiser des matchs de basket, des matchs de foot, on va organiser des sessions où
On va essayer des hanbok, je crois que ça s'appelle, des hanbok et des kimonos. Donc vraiment, on essaie plutôt de souligner les points communs qui peuvent exister entre ces deux pays. Donc la mission de Peace Boat, comme Sublime l'a dit tout à l'heure, c'est de créer une culture de paix dans le monde. Alors vaste programme, me direz-vous, très très vaste programme. Et je vais essayer un petit peu de vous expliquer avec des exemples concrets en fait pourquoi Peace Boat s'appelle Peace Boat. Donc tout d'abord on a des programmes à but éducatif à bord du bateau. Donc on fait venir sur le bateau des invités qui viennent des pays dans lesquels on va par la suite. Donc ça peut être des journalistes, ça peut être des historiens qui vont expliquer aux passagers du bateau un petit peu là où ils vont aller par la suite. Donc leur donner un peu de contexte historique et puis leur présenter un petit peu voilà, les défis sociaux, les défis environnementaux des pays dans lesquels ils vont aller par la suite. Donc on a eu des invités très prestigieux à bord, comme le mois dernier, ou il y a 2 mois, on a eu le docteur José Ramos Horta, prix Nobel de la paix en 1996, pour avoir aidé justement au processus de paix qui est lié à l'indépendance du Timor-Leste. José Mujica, qui est très connu au Japon pour être le président le plus humble du monde. C'est le président de l'Uruguay entre 2010 et 2015 qui est monté à bord du bateau l'année dernière quand on s'est arrêté en Uruguay. On a eu aussi à bord du bateau le docteur Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix en 1992. Donc le docteur Menchú traitait plutôt des questions des droits des indigènes au Guatemala. Et Ella Gandhi, la petite fille d'Ella Gandhi, qui vient sur tous nos voyages en fait, où on fait l'hémisphère sud, qui est basée en Afrique du Sud et qui était parlementaire justement en Afrique du Sud pendant 10 ans et qui parle à nos passagers des questions liées plutôt à l'apartheid. Donc on aborde des questions parfois relativement difficiles sur le bateau, mais je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt du Peace Boat par rapport à d'autres types de croisières. Donc là évidemment je vous ai montré les invités les plus prestigieux qu'on a pu avoir sur le bateau, mais j'aimerais vous montrer aussi des gens qui sont sur le bateau maintenant ou qui vont joindre la croisière actuelle, donc la croisière 98. Donc entre Singapour et Colombo, alors je ne lui ferai pas je vais pas écorcher son prénom. En plus je l'ai rencontrée au Sri Lanka il y a 2 ans. Elle est professeure de langues orientales, elle est directrice du département des affaires internationales à Colombo, donc au Sri Lanka. Et elle va parler aux passagers à bord du bateau des droits des femmes et de tout ce qui est réduction de la pauvreté à Colombo. Et tout en aussi présentant le Sri Lanka en tant que destination aussi touristique, parce que nous on veut pas, on veut aussi que les gens soient vraiment excités à l'idée de voyager dans les pays, donc on essaie toujours d'avoir ces deux aspects-là. Après on aura Michael Brutet, qui est professeur de sciences politiques à la London School of Economics, donc pour toute la partie européenne, qui va parler à nos passagers un petit peu du Brexit et de la montée des partis d'extrême droite en Europe. Après on aura entre l'Islande et New York Scott Ludlam, qui était sénateur du West Australia entre 2008 et 2017 et qui était aussi vice-président du Parti des Verts en Australie et qui est militant anti-nucléaire. Plus tard, on aura Nakayama Yumi-san, qui travaille au Asahi Shimbun et qui est expert des questions polaires, donc qui a parlé un petit peu aux gens de tout ce qui est sensibilisation sur les questions environnementales. Après, on aura Roberto Zamora, qui est avocat constitutionnaliste costaricain, et qui a un profil qui est extrêmement intéressant, puisque à 22 ans, quand il était encore étudiant en droit au Costa Rica, il a intenté un procès au gouvernement qu'il a gagné, et le gouvernement a dû se retirer de la coalition en fait, des pays qui soutenaient la guerre en Irak. Donc c'était une coalition de 48 pays. Et même si le Costa Rica n'a plus d'armée depuis 1948, symboliquement, ils faisaient partie de cette coalition-là. Et après le procès intenté donc, par cet étudiant en droit, ils se sont retirés, ils ont dû se retirer justement de cette coalition-là. Et plus tard, on aura Yuki Koji-san, qui est représentant de l'Ainu Art Project, donc pour présenter un petit peu l'art Ainu à nos passagers.
et qui nous permet aussi de mettre en lumière aussi les questions des droits des indigènes aussi au Japon, et de mettre un peu en évidence j'ai envie de dire, la diversité qui existe au sein du Japon. Donc, on a souvent des intervenants qui viennent parler des questions des droits des LGBT dans le monde et au Japon. On a des gens on a des Ainichi Kankokujin, donc des Coréens de deuxième ou troisième génération qui viennent aussi sur le bateau parler de ce qui fait leur vie au Japon. Donc essayer un petit peu de mettre en lumière toutes les diversités qui peuvent exister au Japon. Donc ça, je vous ai présenté 6 personnes, et sur chaque voyage, on a entre 25 et 30 intervenants. Et c'est toujours on n'a jamais d'intervenant qui reste tout le trajet, c'est toujours par section, parce que c'est très contextuel, et il faut que ça ait du sens quand ils arrivent. Donc on a ces gens-là qui viennent à bord, et après on a des espaces comme ça sur le bateau. Donc il faut s'imaginer que cet espace-là, quand on a affrété notre bateau actuel, l'Ocean Dream, c'était un casino. Donc on a démantelé le casino, on a dit nous on n'a pas besoin de casino, pourquoi faire, ça sert à rien. Et on en a créé un espace qu'on appelle Agora, et c'est un espace qui est très modulable, et on fait moi j'ai donné des cours d'anglais, des cours d'espagnol là-bas. Il y a souvent des espaces des centres, des cercles comme ça de discussion qui sont créés. Parce que finalement, sur un voyage de 100 jours, on peut être très bling-bling dans ce que le bateau propose. Donc on peut avoir des casinos, des patinoires, des magasins, tout ce que vous voulez. Après quelques jours, les gens ils vont dire bon, c'est génial, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc nous vraiment, on mise tout sur le fait que c'est un petit village qui flotte, et on essaie de créer des communautés, des groupes pour que les gens se parlent entre eux à l'intérieur du bateau. Donc ça, c'est ce nous on essaye de faire à l'intérieur du bateau. Après, on a beaucoup de programmes aussi en port. Donc, par exemple, quand on s'arrête en Indonésie, on essaie de connecter les passagers du bateau avec des ONG locales. Donc là, c'est un participant de Peace Boat à gauche qui essaie d'apprendre le kendama à un étudiant indonésien. Et on a aussi beaucoup évidemment de tours tours opérateurs très classiques et très touristiques. Mais je pense que ce qui fait la particularité de Peace Boat, c'est vraiment ces tours-là où on a des ONG partenaires dans chacun des pays où on va, et on essaie d'organiser comme ça des tours qui ont du sens et qui laissent un impact sur nos passagers, nos participants, qui est autre que juste de dire j'étais dans un endroit, j'ai pris des photos du curry, c'est sur Instagram, c'était génial, très bien. Mais on essaie de créer du lien pour qu'il y ait quelque chose qui reste et qui aille au-delà un petit peu de ça. Même si j'imagine que c'était très bon. Donc voilà votre exemple aussi au Venezuela, et c'est toujours dans les deux sens. Donc on passe toujours du temps pour apprendre de la culture dans laquelle on va. Quand on va au Sri Lanka par exemple, on va apprendre des chansons en sinhalais, on va apprendre des danses, on va apprendre à écrire son nom comme ça en tamoul ou en sinhalais. Et les passagers du bateau vont apprendre comme ça aux populations locales qu'on visite à écrire leur nom en kanji. On va leur apprendre à danser du bon odori. On va ramener aussi des yukata ou des kimonos pour organiser ça aussi. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'ADN de Peace Boat. Donc cette espèce de lien en fait, de personne à personne et de communauté à communauté. Et récemment, on s'est vraiment intéressé aux questions aussi environnementales qui sont très liées finalement aux questions humaines, mais dans l'histoire de Peace Boat, c'est plus récent, je dirais. Et là, quand on va à Rapa Nui, donc qui est l'autre nom qui est le vrai nom, je dirais, de l'île de Pâques, quand on va à l'île de Pâques, on organise un tour où on va dans une nurserie d'arbres, où on fait comme ça, on va aider à replanter des arbres. Évidemment, c'est très symbolique. C'est-à-dire que nous, on n'y est qu'un jour tous les 3 mois en général, mais ça laisse vraiment il y a vraiment un changement qui s'opère en fait dans nos passagers quand ils rentrent au Japon en disant mais nous maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai vu ces choses-là. Est-ce que j'ai pas envie d'être... Il y a certaines questions qui ont plus résonné avec mes propres préoccupations, et comment je peux moi aussi m'impliquer davantage dans la société civile au Japon. Quand on s'arrête aux Maldives,
On a tous en tête évidemment les plages, comment dire, les plages de sable fin à perte de vue, mais aux Maldives, surtout à Malé, à la capitale, il y a un gros problème de traitement des déchets. Et on organise voilà, des tours où sur des plages où on va récupérer comme ça, on va faire du beach clean-up, du nettoyage de plage pendant quelques heures, pour essayer voilà, de rendre la journée un petit peu plus, de rajouter du sens, vraiment de la signification dans ce voyage-là. Donc ça, on a fait ça aussi en France, donc on a fait ça à Marseille. Et par exemple, quand on va à Marseille, on essaie de faire venir sur le bateau quelqu'un de l'association Terre-Mer, qui s'occupe comme ça de traiter des macro-déchets dans la mer Méditerranée. Ils viennent sur le bateau, ils sensibilisent nos participants à ces questions-là, et une fois qu'on va à Marseille, on travaille avec l'organisation pour organiser justement un tour en nettoyage de plage. Et là, j'ai regardé un petit peu justement les autres tours qu'on organisait en France. Parce qu'en France, on s'arrête souvent au Havre, à Marseille, et plus récemment à Bordeaux. Bordeaux, on y était pour la première fois en septembre de l'année dernière, donc c'est relativement récent, mais les passagers, ils ont adoré, parce que le bateau, en plus, il peut aller très très loin dans la Garonne, parce qu'on n'a pas un bateau qui est très grand comparé à d'autres bateaux de croisière. Donc les gens, ils ont trouvé ça magnifique, ils ont acheté plein de vin, ils ont trouvé ça génial. Et justement, en parlant de vin, quand on a été à Bordeaux, on a organisé un programme avec l'association Génération Future sur les pesticides dans le vignoble bordelais et sur les perturbateurs endocriniens en général, ce qui n'est pas vraiment une question que les gens se posent beaucoup au Japon. Et nous, on se la pose beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus dans le débat public, donc on voulait introduire ce sujet-là. Au Havre, on a organisé une rencontre avec des Hibakusha, qui sont des survivants de Hiroshima et Nagasaki, qui ont maintenant 80 ans, avec des responsables justement de la vie locale pour essayer de promouvoir un monde sans armes nucléaires. On a fait aussi des programmes sur la conservation du littoral et les problèmes d'érosion, en partenariat avec l'association Natera. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Je suis plutôt du sud, donc je ne connaissais pas du tout. Et voilà, à Marseille, donc macro-déchets avec l'association locale Mer-Terre, qui est subventionnée par l'Union européenne, et un programme aussi sur les énergies renouvelables à l'écocentre le Loubata à Pérols en Provence. Donc voilà, ça c'est le type de programme qu'on organise en France. On organise aussi des programmes sur l'accueil des migrants et des réfugiés en France, ainsi que sur le vieillissement de la population et les politiques sociales mises en place pour prendre soin du 3e et du 4e âge. Voilà, ça c'est par contre c'est des thématiques qui touchent beaucoup, je pense, les Japonais qui s'intéressent beaucoup. Donc ça c'est ce qu'on fait sur le bateau, c'est ce qu'on fait quand on arrive en port, et par contre on a des campagnes, je dirais, de plus longue durée qui traversent vraiment les voyages. Qu'on a par exemple, cette campagne-là c'est UPA pour United People's Alliance. On organise des collectes d'instruments de musique au Japon, on organise des collectes de fournitures scolaires, on organise des collectes de fauteuils roulants et on les distribue, on utilise le bateau vraiment que comme un cargo dans ces cas-là, et quand on s'arrête dans des ports, on organise des collectes. Et l'idée, c'est vraiment toujours de créer du lien. Donc ce n'est pas juste de donner quelque chose, mais d'essayer d'organiser un échange autour de ça. Donc ça c'est le projet Peace Ball qui a démarré en 1999, donc on en est à peu près à 12 000 ballons livrés avec Peace Ball dans plus de 43 pays, dans plus de 40 pays. Et Peace Ball c'est très très intéressant en fait. En 1995, Peace Boat est le premier croisiériste à retourner ou à aller en Érythrée, donc pays qui a eu son indépendance en 1993. Et quand on a été là-bas en 1995, quand les participants sont revenus sur le bateau, ils étaient très choqués de voir que des enfants jouaient au foot avec des canettes ou des bouteilles. Et ils se sont dit, quand on va rentrer au Japon, on va organiser une collecte de ballons de foot, et la prochaine fois qu'on ira en Érythrée, on leur donnera des ballons de foot, et on organisera et on fera un tournoi de foot avec eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'une initiative comme ça, qui est presque à l'échelle personnelle, quelques passagers qui se sont organisés, c'est devenu voilà, ce projet-là qui maintenant voilà, a côté de 12 000 ballons et distribution dans 40 pays. Donc un de ces pays c'était Madagascar, où on a visité un orphelinat, et on a donné voilà, des fournitures scolaires, des ballons de foot, et on a réalisé un tournoi. Alors là c'est un peu où est Charlie, mais je suis quelque part dans la photo. Je vais 2 secondes, voilà, je suis au fond.
Voilà. Et voilà, c'est vraiment, enfin, c'est génial de voir vraiment le voyage sous cet angle-là, quoi. Un autre projet aussi qu'on a fait, qui démarre un petit peu comme Peaceboat, c'est PIMAC, qui est en fait, le nettoyage d'espaces qui sont complètement inondés de mines antipersonnelles au Cambodge. Et ça a démarré en 98, quand on a fait un tour au Cambodge pour sensibiliser les gens au problème des mines antipersonnelles. Le guide qui leur faisait la présentation leur a dit qu'en fait, il fallait que $1 pour nettoyer 1 mètre carré de terrain. Et ils se sont dit, mais $1, c'est 100 yens. Et donc, ils ont démarré une campagne qui était 100 yens pour 1 mètre carré. Et c'est la campagne PIMAC qui a démarré en 98. Et on a nettoyé 1,5 million de kilomètres carrés, 1,5 million de mètres carrés, pardon, 1,5 million de mètres carrés de terrain. Et 4 écoles primaires ont été construites dessus et un centre de soins. Donc ça montre aussi voilà, comment c'est vraiment une organisation en fait, qui a grandi de manière très organique avec ce que les gens voyaient pendant leur voyage et comment ils voulaient aussi, eux, contribuer à créer la paix et à s'impliquer davantage dans la société civile une fois qu'ils revenaient au Japon. Donc on a un autre projet, c'est le projet Hibakusha. Donc Hibakusha, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les survivants de Hiroshima et Nagasaki, qui ont maintenant 80 ans. Et donc c'est très important que leur témoignage il soit transmis de leur vivant. Et donc on fait venir sur le bateau depuis 2008 des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, qui eux par contre vont rester avec nous sur l'intégralité du voyage et qui vont parler aux passagers du bateau, qui vont raconter leurs témoignages, aussi bien que dans des mairies. Et on va essayer de rencontrer vraiment des membres voilà, de temps en temps du gouvernement aussi pour voilà, essayer vraiment de porter notre pierre à l'édifice de l'abolition des armes nucléaires. Donc ça c'était un des premiers voyages en 2018. En 2008, pardon, et ça correspond voilà, aux deux types d'activités qu'on fait, donc sur le bateau, mais aussi un travail qui est beaucoup plus, un travail, je dirais, de fond aux Nations Unies justement avec ICANN en tant que membre du comité exécutif d'ICANN pour faire lobby, pour faire pression pour ça. Et ICANN, d'ailleurs, a eu le prix Nobel de la paix l'année dernière, donc en octobre 2017. Et dans le traité d'abolition des armes nucléaires, il est écrit le mot Hibakusha. Donc la question humaine est mentionnée dans le traité. Et ça, on pense que c'est en grande partie dû à notre travail, nous aussi, de lobby, en faisant venir sur le bateau des Hibakusha et en leur faisant parler vraiment un maximum de monde. Donc, on a fait peindre le logo de ICANN sur le bateau. Donc ça paraît tout petit, mais en fait c'est juste immense. On l'amène autour du monde. Et ce qu'on amène aussi autour du monde, c'est la réplique officielle de la médaille Alfred Nobel, qui est maintenant sur le bateau et qu'on amène comme ça dans 100 pays presque par an. Une partie importante de notre travail aussi, c'est la coopération avec les Nations Unies. Donc Peaceboat est secrétariat pour la région Asie du Nord-Est pour GPAC. Donc GPAC, c'est Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, donc le partenariat global pour la prévention des conflits armés. C'est un réseau en fait d'ONG qui a été créé par Kofi Annan en 2005, il me semble, et le monde est divisé en 15 zones, et Peaceboat est secrétariat pour la partie Asie du Nord-Est. Donc on coopère beaucoup avec les Nations Unies pour ça. Une autre entité de Peaceboat qui est très importante à nos yeux s'appelle PBV. Donc PBV, c'est pour Peaceboat Volunteer Center. C'est un centre de bénévoles de Peaceboat qui a été créé suite au tsunami, donc en 2011, se rendant compte que
beaucoup de gens avaient du temps et avaient envie d'aider et avaient envie de faire partie de la solution, mais ils n'avaient pas forcément les ressources logistiques, ils ne savaient pas où aller, ils n'avaient pas nécessairement les outils pour aider. Et donc ce centre Peaceboat s'est créé avec pour objectif justement d'organiser l'aide en fait, et d'organiser l'aide des bénévoles. Donc moi par exemple quand j'étais à Ishinomaki, donc là où il y a eu le tsunami en mai 2011, donc 2 mois après le tsunami, Peaceboat nous a prêté tous les outils dont on avait besoin, donc c'était des bottes, des pelles, ils avaient aussi une liste de personnes et de maisons qui avaient besoin d'aide, donc on a su directement où aller, donc on avait l'énergie et on avait des gens à aider, donc c'était parfait. Donc Peaceboat a coordonné plus de 14 000 personnes, PBV, depuis son existence en 2011. Et maintenant, on fait beaucoup aussi de résilience. On prépare en fait. Voilà, la résilience, c'est préparer les gens, préparer les communautés en cas de catastrophe. Donc on fait ça beaucoup au Japon et on fait ça aussi beaucoup à l'étranger. Donc là, sur la photo, je crois que c'est à Haïti. Le bateau, c'est un outil formidable. En fait. Quand le bateau est en port, les gens s'intéressent à ce que vous faites. Et nous, ça nous permet justement de mettre en lumière nos activités davantage. Donc ça, c'est un événement qu'on a organisé pour la préparation de la conférence des Nations Unies sur les océans en juin de l'année dernière. Donc là, c'était en Suède avec la vice-présidente Isabella Lovins, que vous voyez au milieu, et pour sensibiliser sur le changement climatique et la dégradation des océans. Et ça a donné le coup d'envoi à un programme qu'on a fait à bord du bateau, qui était celui des jeunes ambassadeurs des océans et du climat. Et c'est un programme qui marche un peu comme Hibakusha, comme les Hibakusha, c'est-à-dire on se base sur la force du témoignage, et on donne la parole à des gens qui l'ont pas nécessairement, ou alors on leur permet justement d'amplifier leur message. Et là, c'est des jeunes qui sont issus des petits États insulaires. Donc on a Fidji, Kiribati, îles Marshall, Maldives, Trinidad et Tobago, Belize et les Seychelles, voilà, que je me rappelle de tout le monde, qui sont venus sur le bateau pour essayer de sensibiliser nos passagers en leur parlant de la réalité du changement climatique, comment ça affecte leur communauté, comment ça affecte leur climat environnement, la dégradation des littoraux. Parce que pour les Japonais, dans une moindre mesure aussi peut-être pour les Français, on parle beaucoup le changement climatique, c'est relativement abstrait. On parle souvent à l'horizon 2030, 2040, ça passe à une réalité qui paraît très très éloignée, et dans le temps et dans l'espace. C'est ces îles-là qui sont très très loin, donc on essaie de faire venir ces îles justement sur le bateau pour partager ce témoignage-là. Donc ça prend 2 formes, c'est sur le bateau avec nos passagers, et aussi dans les pays où on s'arrête, aussi on fait des sessions de témoignages. Et ça permet d'avoir des médias qui viennent, et des médias qui s'intéressent aux histoires que ces jeunes-là ont racontées sur leur quotidien dans leurs îles. Et on a ce programme des jeunes ambassadeurs du climat et des océans. C'est un programme qu'on a démarré l'année dernière, donc qui est tout nouveau. On va le continuer cette année à bord du 98e voyage, donc depuis la Suède, je crois, cette fois. Et on a fait un documentaire qui est magnifique, et je vais vous en montrer le trailer. La bande-annonce. Alors je fais cette présentation quasiment jamais en français, alors j'ai du mal à trouver les mots, je suis désolé. I am a change maker.
I am an advocate, a volunteer, a storyteller, a poet, an academic. a doer, We are stubborn, taking charge, negotiating, optimistic, taking action, hopeful. We are rising against the tide. Voilà. Et alors le film sera diffusé pour la première fois dans une session publique demain au Peace Boat Center de Taganobaba à 19 h. Et il sera disponible en ligne gratuitement à partir de vendredi. Donc voilà, si vous pouvez venir demain, ce sera une belle fête. Sinon, venez regardez sur Vimeo vendredi. Ou demandez-moi après, je vous donnerai plus d'informations sur comment trouver la vidéo. Alors voilà, on fait toutes ces belles activités à bord de notre bateau actuel, donc l'Ocean Dream. C'est un bateau auquel je suis très, connecté émotionnellement. J'ai fait le tour du monde 2 fois avec ce bateau-là. J'ai fait 2 fois la croisière coréano-japonaise. Donc, j'aime beaucoup ce bateau, sauf que c'est un bateau qui date du début des années 80. Donc, c'est un bateau qui finalement pollue comme tous les autres bateaux et qui utilisent des carburants très conventionnels. Et autant on était fiers du message, autant on n'était pas très très fiers du messager. Et donc l'idée a commencé à grandir, de dire changeons le messager et changeons de bateau. Donc on s'est mis en recherche d'un bateau à fréter qui soit plus écologique et plus vert. Et on ne trouvait pas vraiment d'options qui nous satisfassent. Et donc on s'est mis en tête, on s'est dit on va faire construire notre propre bateau. Donc ce bateau-là, c'est EcoShip, donc qui ressemble quand même à... qui est une meilleure tête que notre bateau actuel, que l'Ocean Dream. Donc ce que vous voyez sur le dessus du bateau, c'est des voiles. Donc c'est 10 voiles qui vont nous aider en moyenne pour la propulsion à 4%, à hauteur de 4%, et dans des conditions optimales, 10% de propulsion. Et 10% de propulsion, dans des conditions optimales, ça veut dire que c'est aussi à nous de trouver les conditions optimales et de changer, pas nécessairement les itinéraires, mais par exemple sur notre hémisphère sud, pour l'instant on le fait vers l'ouest, et avec EcoShip on devra le faire vers l'est pour bénéficier des meilleurs vents. On a 6000 m² de panneaux solaires, donc ces panneaux solaires vont nous permettre de générer assez d'électricité pour couvrir tous nos besoins en lumière à l'intérieur du bateau, que ce soit et dans les cabines et dans les espaces publics. Donc des panneaux solaires, on en a sur les voiles, on en a sur le ponton principal, on en a sur les balcons des cabines passagers qui sont recouvertes aussi de panneaux solaires. Le contributeur principal de notre réduction d'émissions de CO2, c'est le passage au gaz liquide naturel. Donc, juste ça veut dire qu'on va émettre 25% de moins de CO2 par rapport à notre bateau actuel. Le passage au GPL, au LNG, je crois que c'est GPL en français. La forme du bateau aussi qui est assez spécifique. Alors sur le design actuel du bateau, c'est un petit peu moins prononcé, mais vraiment c'est assez léger. Et la plus grosse différence par contre, c'est l'avant du bateau.
Donc là, on a une toute petite vitre, des fenêtres à l'avant du bateau, une partie un peu ouverte. Et maintenant, en fait, tout ça, c'est une grande baie vitrée, parce qu'on avait besoin de plus de lumière pour le jardin. Parce qu'on aura un jardin immense à l'intérieur du bateau. Je vais vous montrer les images après. On avait besoin de plus de lumière pour ça. Parce que cette image-là, en fait, c'est une image qui a été... c'est une impression artistique qui a été générée il y a environ 3-4 ans. Et c'est pour ça que le design a aussi un peu changé. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer une vidéo qui va un petit peu résumer les activités de Peaceboat, mais en vidéo, donc peut-être en plus dynamique qu'avec ma voix. Et après, une vidéo aussi de présentation d'EcoShip. Peaceboat is a quite unique NGO, and at the same time, this is a social business. Peaceboat combines responsible travel, advocacy and education in a unique business model to create awareness, to spur action, and to inspire positive social change in all the places that we visit around the world. Since we first sailed in 1983, we've completed around 90 voyages. We've brought on board about 58,000 people, and we visit about 100 ports in 80 countries. A round-the-world cruise takes over 3 months. For 3 months, we have different kind of situation, different stories, which makes our crew and passengers have a feeling and be like one community. The participants are empowered to create their own schedule of events, so they might organize creative workshops, discussion events, yoga or sports sessions, music or dance activities. As well as learning from each other, participants also learn about a wide range of issues from guest educators who are experts in their fields. They might tackle tough questions such as, where is there conflict? Or how can we communicate better across cultures? Or what does global sustainability mean to me as an individual? Of course, everyone has their own point of view, and this can lead to long-held beliefs being challenged. The planet is our classroom, so this form of dialogue and collaborative learning continues when the ship docks and we meet local communities and learn about their lives and lifestyles. It's important for us to work with local communities, with local NGOs to co-organize events, press conferences and tours for participants. The key is to ensure that local people and the people on board have as much positive contact with each other as possible, because what we've found is that that's how you grow peace, by making people talk face to face so that they can see eye to eye and just become friends. Peaceboat's ability to bring people together has an impact on all levels, from the local to the international. In 2002, we gained special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. We've actively supported the UN Millennium Development Goals campaign, and we're also a partner in its disaster risk reduction program, Making Cities Resilient. Because of our global network and impact, working on joint campaigns with Peaceboat enables our partner NGOs to raise local issues on a global level. Because it's Peaceboat, there's certain things that we can do. It's not like one country's inviting another country in to learn from them. It's a neutral space where people can share ideas and thoughts. This neutrality is more important than ever in the context of conflict resolution. On Peaceboat, people who might never have had a chance to meet on each other's territory feel safe to come together as equals. We were honored to have our efforts recognized by the global community with a nomination for the 2008 Nobel Peace Prize. But
we must do more. There's an undeniable link between environmental degradation and conflict. We've seen too many examples of situations where the exploitation of natural resources or pollution from thousands of miles away have had a devastating effect upon the most vulnerable populations. This insecurity can lead to civil unrest, mass migrations, violence, and needless deaths. Sustainable development is the key to human security and peaceful international relations. That's what we believe, and that's why we're embarking on the EcoShip project. This is the most ambitious thing that Peaceboat has ever done. With EcoShip, we move beyond the message, we move beyond ideas, and we move into the realm of concrete action. From the start, we took a radical approach to the project. We brought together a wide range of global experts from fields such as naval architecture, green technology, and renewable energy to create a whole system design. This extends from the ship's closed-loop energy systems to its biophilic design, through to the host of educational programs both on board and in ports. Imagine the EcoShip sailing into a port, demonstrating the clean power we can draw from the wind and the sun. Everything from the ship's sails to the shape of its hull to the glass used in its windows will offer opportunities for questioning, for curiosity, for exchange, and for engagement with people on board and in local communities. Imagine a mobile space where industry leaders can showcase cutting-edge green technology, a space that doubles as a marine research lab, continually collecting vital data from all the Earth's oceans. This is our vision. We expect that it's going to be far more reaching than just a normal cruise ship. We expect that will cause standards to be revised in a manner that all the companies, the larger companies, build and plan ships. EcoShip is the floating planet, and this small existence is a try to show us how we can achieve the sustainable world. Sustainability isn't a goal or a hope or a dream. It's an absolute necessity, and the time for action is now. Il est joli notre bateau, non? EcoShip, ça correspond à peu près à 40% de CO2 en moins par rapport à notre bateau actuel. Et donc c'est possible principalement en passant au gaz liquide naturel pour le carburant principal, avec les voiles, les panneaux solaires, la forme du bateau. Donc là on a les panneaux solaires. Le jardin a pas mal bougé en fait depuis l'image que vous avez peut-être aperçue rapidement dans la vidéo, et maintenant ça ressemble plus à ça en fait dans le design du jardin. Donc on avait prévu de faire un espace de 5 étages, maintenant on est passé à 8 étages, donc on est plus ambitieux aussi dans l'importance qu'on veut donner au jardin aussi à l'intérieur du bateau. Et l'importance aussi du jardin à l'intérieur du bateau, c'est que ça nous permet de recycler tout ce qui est les déchets organiques des restaurants pour en faire du compost et pour l'utiliser dans le jardin. Donc ça va aider aussi pour nous à produire moins de déchets. Donc on a ces caractéristiques là qui sont vraiment qui sont relativement flashy, qu'il faut dire aux gens que le bateau est très futuristique, même si les panneaux solaires existent depuis 50 ans. Les gens disent oh, c'est futuristique, des panneaux solaires sur un bateau. Non, c'est pas très futuristique, c'est plutôt classique. Mais on a aussi des choses qui sont moins évidentes d'aspect extérieur. Qu'on a par exemple dans la boîte de nuit, on a un dance floor kinétique. Donc quand les gens bougent, ils créent de l'énergie aussi. On a ça aussi sur les pistes, la piste de course aussi, sur le ponton extérieur. Donc quand les gens courent, ils créent de l'énergie. Évidemment, ça ne créera jamais assez d'énergie, ou pas encore du coup, pour faire avancer le bateau.
Mais dans le symbole, on pense que c'est très très important. On a aussi, dans les cabines passagers, on aura des compteurs à eau, des compteurs à électricité, parce que la moyenne mondiale, je crois que c'est 320 litres d'eau par jour qu'on dépense. Mais au Japon, on est plus de l'ordre de 160, 170 litres d'eau par jour. Seulement quand les gens ils vont à l'hôtel, la moyenne, ça devient 300 litres d'eau par jour. Donc quand il n'y a personne qui regarde, quand on ne paye pas non plus, on fait couler les robinets et tout. Donc juste le fait d'avoir des compteurs à eau, ça va nous permettre, nous, de réduire la consommation d'eau du bateau sans apporter de solutions technologiques complètement révolutionnaires. Donc on a des compteurs, on a des lits qui ont une je sais pas comment dire ça, une espèce de climatisation intégrée, parce que finalement on n'a pas besoin de chauffer ou de refroidir tout l'espace quand une personne veut juste dormir au frais ou dormir au chaud, qu'on n'a pas besoin de créer autant d'énergie. On a la climatisation se met en route que quand les gens sont dans leur pièce, comme dans les hôtels en fait actuellement, sauf que ça se fait pas dans les bateaux de croisière. Dans les espaces publics aussi, il y a le CO2 est mesuré, ce qui permet nous de aussi réguler la climatisation en fonction du nombre de gens qui sont dans chaque pièce. Et on ne veut pas non plus diaboliser nos passagers en fait, en leur disant oh, vous êtes méchants, faites le tour du monde sur un bateau, parce qu'on pense vraiment que quand les gens ils sont sur un bateau, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc nous, ça nous permet aussi de les exposer à des messages auxquels ils ne seront pas nécessairement exposés ici sur Tokyo. Mais on a envie de récompenser en fait les bons comportements. Donc on est en train en ce moment de penser à un système où les gens auront des coupons de réduction dans divers endroits du bateau s'ils gardent leur consommation en eau ou en électricité en dessous d'un certain niveau. Ils pourront aussi amener leur carte qui leur permet d'ouvrir la chambre, d'aller dans la salle de gym et de créer aussi de l'électricité pour essayer un petit peu d'équilibrer autant que faire se peut ça. Donc on essaie vraiment de penser à plusieurs aspects du bateau et pas seulement dans la partie comme on dit communément hardware, donc le bateau en tant que tel, mais aussi dans les comportements des gens à l'intérieur du bateau. Et on aura aussi à l'intérieur du bateau un laboratoire qui nous permettra de collecter des échantillons dans tous les endroits où on va, puisqu'on fait le tour du monde 3 fois par an, autant se servir de ça aussi pour aider la recherche sur les océans. Donc nous, on n'a pas, Peaceboat n'a pas d'expertise dans la construction de bateaux. Nous, on est l'opérateur, on a une expertise dans la création de programmes de paix, mais on ne sait pas faire des bateaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2014, on a créé ce qui s'appelle une charrette. C'est une consultation scientifique où on fait venir des gens qui viennent d'univers différents et pas tous nécessairement liés à l'univers de la mer, et qui ont réfléchi ensemble à comment les déchets énergétiques d'un système pouvaient être utilisés par exemple par un autre système. Donc quand on a comment connecter le jardin avec le reste du bateau pour avoir une ventilation plus naturelle et pour essayer encore une fois de baisser la facture énergétique de la climatisation qui est le plus gros en fait poste énergétique à l'intérieur du bateau qui ne soit pas la propulsion. Donc c'est vraiment énorme. Donc on a un soutien de David Suzuki qui est canadien, c'est un auteur et scientifique canadien, de Damory Beloved, c'est de tout le Rocky Mountain Institute, qui est un institut qui est basé au Colorado aux États-Unis, qui s'occupe de toutes ces questions-là d'énergie renouvelable, et de Christiana Figueres, qui était très très impliquée dans le succès de la COP21 à Paris, c'est une diplomate du Costa Rica et qui maintenant travaille sur Mission 2020 pour essayer de faire en sorte que à courte échelle aussi, enfin à courte échelle
dans une courte période. On a aussi des solutions vraiment très concrètes pour essayer de combattre le changement climatique. Donc voilà, ça c'était Peacebot et EcoShip. Si vous avez des questions, je suis tout ouvert à les entendre. Et sinon, je peux vous parler plus du type de passagers qu'on a à bord. Voilà. Je parle des passagers qu'on a à bord vite fait. Ouais. On a 1000 passagers à bord jusqu'à peu près l'année dernière, jusqu'à 2 ans, ils étaient quasiment tous japonais. On avait 97-98% de japonais. Et maintenant, on est à peu près à 70% de japonais et 30% de gens qui viennent de Taïwan, Singapour, Chine, Malaisie. Et ça, c'est une volonté de notre part d'internationaliser aussi un petit peu le bateau, parce que quand on fait un tour du monde, 70% du temps, il est passé en mer. Donc, il est passé à traverser des océans ou des mers ou d'aller de port en port. Et si on n'arrive pas à internationaliser l'intérieur du bateau autrement que par les intervenants qu'on fait venir, bah, du coup, on passe un peu aussi à côté d'une opportunité de créer du lien. Et surtout, bah, pour nous, comme on est basé, en fait, on est basé au Japon, on est japonais, donc on est très lié à l'Asie, justement, à créer du lien en Asie. Donc pour nous, ça avait beaucoup de sens. Et on est en âge, on est à peu près à 60% de gens qui ont plus de 60 ans. Donc, et c'est plus de 60 ans, mais c'est moins de 70 ans. Donc c'est vraiment des jeunes retraités qui peut-être avaient pensé à ça comme leur cadeau de retraite. Et 25% de gens, donc ça fait à peu près 250 personnes, qui ont moins de 20 ans sur le bateau. Donc on a beaucoup de jeunes sur le bateau. Et ça aussi, c'était un endroit où on pêchait un peu avant, c'est-à-dire que la plupart des gens sur le bateau étaient retraités. Et nous, on avait envie d'avoir un espèce de dynamisme intergénérationnel à l'intérieur du bateau pour que les gens apprennent les uns des autres et qu'il y ait aussi une transmission comme ça de savoir. Et on dit souvent que le problème des jeunes, c'est que certains ont le temps, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent. Et c'est là que les posters, en fait, rentrent en jeu. C'est-à-dire que les posters sont posés par des jeunes qui travaillent pour Peacebot. Et à chaque fois qu'ils mettent 3 posters, ils ont 1000 yens de réduction à valoir sur un voyage futur. Donc il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de jeunes qui mettent des posters, et on est extrêmement flexible sur les heures, et qui viennent sur le bateau, certains avec 30% de réduction, certains avec 50% de réduction, et certains avec 100% de réduction. Donc c'est comme ça qu'on a 150 000 posters partout. Et pour l'avoir fait pendant un jour, mettre des posters, c'est du sport. mais voilà, on quadrille en fait le Japon, donc 2 personnes ne vont pas au même endroit, donc au moins il n'y a pas d'espèce de cannibalisme malsain. Donc voilà. Vous avez des questions ? Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez parlé justement des réductions de voyage. Quel est le coût moyen Alors, j'ai la grille tarifaire. Alors ça commence à 94 € par jour, donc ça correspond à 12 000 yens en fait par jour. Et ça va correspondre à une cabine avec 4 lits. Donc ça c'est un lit. Et pour l'intégralité du voyage, en fait, ça correspond au prix affiché sur le poster, c'est 129 man. Donc c'est 1 290 000 yens. Et pour une chambre avec 2 lits, là c'est 228 man, donc 2 280 000 yens, ce qui correspond à 164 € par jour. Et vous avez d'autres financements ? D'autres que les passagers? Oui, voilà. Du tout. C'est juste ça. Ouais, juste ça. Tous nos passagers sont des passagers payants.
à l'exception de nos intervenants extérieurs, à l'exception de programmes spéciaux qu'on fait à l'intérieur du bateau, et à l'exception aussi des professeurs d'anglais, d'espagnol et des interprètes qui viennent bénévolement. Et c'est des équipes qui changent tous les 3 mois. Mais les autres passagers, donc quasiment 1000 personnes, sont des passagers payants. Et c'est le seul financement qu'on a, on n'a pas de financement extérieur. Et à part les intervenants, les professeurs, est-ce que vous payez le voyage à d'autres personnes qui ne pourraient jamais le faire sinon et qui pourraient... On n'a pas de... comment dire? Comme des bourses. Alors il me semble qu'il y a un programme de bourse, mais seulement pour ce qu'on appelle ça s'appelle le Global University. Et c'est pour des jeunes qui viennent sur le bateau pendant entre 2 semaines et 3 semaines, généralement, pour apprendre vraiment sur une thématique particulière. Donc par exemple, quand ils viennent au Japon, quand ils démarrent du Japon, c'est la pauvreté invisible à Tokyo, par exemple. Et après, à Taïwan ou à Singapour, c'est l'extrême densification. Mais c'est des programmes qui durent 2 semaines ou 3 semaines. À ma connaissance, sur l'intégralité du voyage, on n'a pas ce type de programme. Juste dernière question, l'EcoBoat. Ouais, l'EcoShip, ouais. L'EcoShip, pardon. Est-ce que, ça m'a peut-être échappé, mais il sera prêt quand? Alors, on travaille très dur pour qu'il soit prêt en 2020. Donc on a une lettre d'intention en fait qui est signée avec un chantier naval à Helsinki, qui s'appelle Arctec en Finlande. Et là, on s'avance vers le contrat. Donc une fois que le contrat est signé, le design il est quasiment fini et finalisé. Donc une fois que le contrat est signé, on peut avancer. La construction du bateau, ça peut prendre, dans les cas les plus rapides, c'est 1 an et demi. Et ça peut prendre jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, sur un bateau de cette taille-là. Vous avez dit Arctec? Ouais, c'est ça, Arctec. Et vous allez communiquer là-dessus au fur et à mesure? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé savoir, excusez-moi, je suis un peu enrouée, comment est-ce que vous déterminez le temps passé dans chaque port, parce que vous avez expliqué que 70% du voyage se passe en mer, donc à bord du bateau. Combien de temps est passé en fait à quai et dans chaque pays que vous visitez? Est-ce qu'il y a des espèces d'excursions? J'ai l'impression qu'il y avait des moments où les personnes donc sortent bien sûr du bateau, sortent même du port, vont plus dans la ville, font partie de... il y avait, il me semble, un passage sur des personnes dans un camp de réfugiés, par exemple. Comment est-ce que vous déterminez tout ça? Quelle proportion ça représente un petit peu sur tout le voyage? Alors, là, sur la plupart des pays où on va, on reste 1 jour. Donc on arrive le matin et on repart le soir. Et là, par exemple, sur le 98e voyage, donc je vais le repasser vite fait. Voilà. Alors, sur ce voyage-là, par exemple, donc c'est 1 jour dans la plupart des pays. On reste 2 jours en Russie, à Saint-Pétersbourg, 2 jours à Helsinki en Finlande, 2 jours à New York aussi, entre le 12 et le 13 juillet. On reste après, et après c'est 1 jour. Et en fait, ça peut correspondre à plusieurs choses. Ça peut correspondre à des voyages que les gens veulent faire. Donc par exemple, quand on va au Pérou, on reste jamais moins de 4 jours, puisque pour aller au Machu Picchu et revenir vers le bateau, on a besoin de ce temps-là. Quand on va au Brésil pour le carnaval de Rio, on reste aussi plusieurs jours. Donc ça correspond aux attentes de nos passagers. Et par exemple, il me semble que en Finlande, on organise ça doit être un voyage en Laponie qui doit nécessiter aussi de passer la nuit là-bas et de revenir le lendemain. Très bien, merci.
Une dernière petite question. Vous avez des intervenants absolument incroyables. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Comment ça se passe tout ce processus? En fait, on a une équipe à Tokyo, donc une équipe japonaise et une équipe internationale, parce qu'on a beaucoup d'intervenants japonais à l'intérieur du bateau. Et maintenant, ce qui est une opportunité pour nous, mais aussi un challenge, c'est-à-dire que comme maintenant on a beaucoup de passagers qui viennent de Chine, de Taïwan, de Singapour, on cherche aussi beaucoup d'intervenants qui parlent chinois, qui parlent mandarin, et ça c'est aussi pour nous, c'est génial, mais c'est un challenge parce qu'on doit s'entraîner justement à identifier et à trouver comme ça des gens qui viennent parler sur le bateau. Mais c'est beaucoup par réseau en fait. Donc en faisant partie du GPAC, donc du réseau d'ONG, on rencontre des gens, on nous parle de gens. Quand on fait venir des gens sur le bateau, certains nous disent c'est quoi la thématique du prochain voyage, on leur donne la thématique et ils disent il faudrait absolument que vous fassiez venir telle ou telle personne. Donc nous derrière on fait des recherches, ce que les gens ont publié, ce que les gens ont dit, si on pense que c'est en adéquation avec le message qu'on veut faire passer sur le bateau, on les contacte et puis après on essaie de trouver des timings. Et les timings c'est pas toujours évident parce que quand on est là par exemple en Europe, c'est 2 fois par an et pendant des dates qui sont pas changeables. Et il faut que l'intervenant, le sujet de l'intervenant ait du sens par rapport à l'endroit aussi où on va. Donc c'est pas mal en fait, c'est un puzzle et c'est pas mal de pièces qu'on doit comme ça mettre ensemble. Mais une fois qu'on trouve un intervenant en fait où nous on est content du message, les passagers sont contents, on essaie de les refaire venir sur le bateau dans des voyages ultérieurs. On a peu d'intervenants qui viennent juste pour une seule fois vraiment, parce que sinon c'est vrai pour nous ce serait beaucoup de travail pour trouver à chaque fois 30 nouvelles personnes sur chacun des voyages. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup, projet incroyable et vraiment magnifique. Voilà. Donc j'ai 2 questions. En fait, je voudrais savoir plus sur le fondateur, parce qu'historiquement ça vient des personnes aussi, donc c'était des Japonais. Et donc première question. Deuxième question, vous, comme Français, donc francophone, depuis combien de temps y a-t-il des francophones qui travaillent sur ce projet? Voilà, parce que bon, ça ouvre. Donc, merci. Merci. Donc le fondateur, en fait, je pense qu'ils étaient 4 ou 5 étudiants de Waseda qui ont démarré ça donc, quand ils avaient 22 ans. Et le fondateur de Peaceboat à ce moment-là est toujours le directeur de Peaceboat maintenant. Donc il est apparu dans la vidéo, il s'appelle Yoshioka-san, Yoshioka Tatsuya. Et après, quand l'organisation a été créée en 83 et qu'ils ont affrété au début un tout petit bateau, vraiment, je vais vous montrer d'ailleurs le deuxième bateau qui a été affrété, il me semble, en 1984. On a fait pas mal on a fait pas mal de chemin depuis. Donc voilà, ça c'est le Nippon Maru. C'est le bateau qu'on a affrété en deuxième. C'est le deuxième bateau qu'on a affrété. Ça, c'était pas encore pour les tours du monde, c'était pour les tours comme ça en Asie une fois par an. Et l'idée vraiment, c'était au début, c'était de dire, il y a une tension qui est incroyable entre le Japon, la Corée et la Chine, et c'est une tension qui est due au fait qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été traitées après la guerre, donc qui ont été laissées aux gouvernements successifs, ou alors des gouvernements qui ont parlé pour le Japon, mais en leur nom propre, et pas nécessairement pour le Japon. Donc il n'y a pas eu le même travail qui a été fait par exemple en Europe, au Japon. Et l'idée c'était vraiment de dire, non, il faut qu'il y ait une reconnaissance des crimes passés du Japon, il faut que ce soit inscrit dans les livres d'histoire, il faut que les gens aillent voir par eux-mêmes, il faut que les gens parlent surtout aux victimes de ces crimes passés. Et c'est ça vraiment qui a fait démarrer l'organisation.
Et l'idée de se dire après que ça avait besoin de grandir aussi, parce que les conflits étant mondiaux, il fallait que les Japonais soient exposés au plus de situations différentes possibles. Et c'est ça qui a vraiment démarré l'organisation, qui a fait qu'elle est maintenant ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour la deuxième partie de votre question, on a une autre Française qui travaille avec nous, mais plus pour la partie programmatique en France. Donc c'est elle qui m'a écrit un mémo là, avec tous nos partenaires en France, parce que moi je ne m'occupe pas trop de cette partie-là. Et c'est elle qui s'occupe de trouver des ONG dans chacun des ports où on va en France. Mais sinon, et moi je travaille pas du tout en français. Le français, c'est pas du tout une langue que j'utilise pour le travail. Et je suis rentré dans l'organisation comme professeur d'anglais et d'espagnol, parce qu'on recrute, je vous montrerai, en fait, sur chacun de nos voyages, on a une équipe de 10 à peu près professeurs d'anglais et d'espagnol. Et l'idée, c'est de dire aux Japonais, vous faites le tour du monde, c'est génial, et ce sera encore plus génial si vous arrivez à communiquer, à vous faire des amis dans les pays dans lesquels vous allez aller. Donc on ne fait pas du tout de grammaire bête et méchante ou de liste de vocabulaire, mais plus des cours qui sont basés sur des objectifs. Donc arriver à commander une boisson dans un bar, arriver à commander au restaurant, arriver à demander son chemin au chauffeur de taxi, etc., etc. Qu'on a des cours qui sont gratuits, qui sont environ tous les 2 jours, qui sont pour tout le monde, et des cours intensifs qui ont lieu plusieurs heures par jour. Et pour les 2 types de cours, on recrute des professeurs. Donc si vous connaissez des gens qui sont déjà professeurs maintenant et qui veulent aller dans 20 pays en moins de 3 mois et puis vivre l'expérience Peaceboat, ils sont plus que les bienvenus. Et l'idée de ce programme de langue, c'est on ne cherche pas nécessairement des natifs. Donc moi, je donnais des cours d'anglais sur Toulouse, j'étais instructeur de TOEIC. Après, j'ai travaillé au Japon, à Kumamoto. J'étais assistant d'anglais dans des écoles primaires et des collèges pour une mairie qui ne voulait pas d'un natif d'anglais. Donc c'est très bizarre, c'est la seule mairie de tout le Japon qui a exprimé cette requête-là, qui ne voulait pas un natif. Je trouve ça génial. Donc je travaillais avec une Indienne et un Néerlandais. Et nous, l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a peut-être, je crois, quelque chose comme 350 ou 400 millions de natifs d'anglais dans le monde, et il y a 4 fois plus de gens qui parlent anglais dans le monde. Donc, dans un contexte de tour du monde, quand on va au Vietnam, quand on va en Chine, quand on va en Europe, ce serait vraiment anachronique de dire moi je veux parler que l'anglais de Oxford, ou moi je veux parler que l'anglais américain. Donc on apprend aux gens à communiquer et à se faire comprendre partout où ils vont. C'est pour ça que sur les professeurs qu'on fait venir sur le bateau, c'est des gens qui travaillent comme professeurs d'anglais ou d'espagnol maintenant, mais pas nécessairement qui sont de ces nationalités-là. Et j'avais fait le tour du monde avec Peaceboat une fois, j'étais revenu à Toulouse, j'avais repris mon ancien travail, je donnais des cours de TOEIC. Et là, du coup, je me dis, mais quand même, alors j'adore la grammaire, hein, mais je me dis, bon, quand même la grammaire sans contexte et sans l'aspect justement communicatif de la langue, c'est quand même vachement moins rigolo. Et j'ai refait Peaceboat une 2e fois comme prof d'anglais bénévole. Et en revenant, ils m'ont dit, ben voilà, on cherche des gens pour ce projet un peu fou d'EcoShip. Et c'est comme ça que j'ai intégré EcoShip. Mais le français ne joue pas vraiment dans mon travail. Je travaille beaucoup plus en anglais ou en japonais. Et mon métier, c'est de connecter les deux, justement. Parce que les gens regardent EcoShip et disent, ouais, c'est génial, on dirait une start-up et tout. Moi, je leur dis non, en fait, on fait des tours du monde depuis 35 ans. C'est une espèce de business social. Donc aussi, quand on dit qu'on est une ONG, les gens pensent qu'on reçoit des financements, des financements étatiques. Et donc, c'est très difficile en fait de trouver des investisseurs quand on est une ONG. Donc on leur dit non, on fait un business social, on fait des tours du monde et on fait ça depuis très longtemps. Donc on est solide. Et c'est mon métier, c'est de faire un peu le lien entre les deux, entre Peaceboat et entre EcoShip. Et sur les gens, sur les bénévoles en fait qui viennent à bord du bateau, il y a 2 types de bénévoles. Il y a des profs donc, et il y a aussi des interprètes. Parce que
tous ces intervenants qui viennent sur le bateau, ils ne parlent pas forcément japonais, ils ne parlent pas forcément chinois, ils ne parlent pas forcément coréen. Qu'on a besoin de gens voilà, pour faire le lien entre eux et nos passagers. Donc on recherche une équipe environ entre 20 et 30 personnes tous les 3 mois qui viennent avec nous faire le tour du monde et comme ça être interprète anglais, japonais, anglais, espagnol, coréen, chinois. On est assez flexible sur les langues. Donc, ouais, si vous connaissez des gens, vraiment n'hésitez pas à leur donner mon email ou le site. On sera ravi de les accueillir. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup. Ouais. Et oui, et pour le fondateur Yoshioka Tatsuya, si vous tapez son nom sur Internet, je pense qu'il y a soit sa biographie, soit une interview qui sera beaucoup plus complète que ce que j'ai pu vous dire moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Le film demain, à quelle heure c'est? Alors c'est à 19h. C'est de 19h à 20h, c'est un film qui dure environ 40 minutes. Et alors pas le réalisateur, mais la personne qui s'occupe du projet à l'intérieur de Peaceboat sera présente. Et c'est au Peaceboat Center de Takanobaba. Donc c'est à 5 minutes voilà, de la gare. Et c'est ouvert à tous. Et je crois que c'est 500 yens avec une boisson non alcoolisée. Comment on peut avoir l'adresse exacte? C'est une très bonne... J'habite à Takanobaba. C'est vrai? J'ai jamais vu. Alors... J'ai vu une pancarte au 2e étage. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, au sous-sol, c'est là où on a tous les bénévoles qui viennent et qui préparent les posters, qui préparent aussi tout ce qui est les packs d'informations qu'on envoie aux gens. Parce que on a des bénévoles aussi qui ont plus de 50 ans ou plus de 60 ans, mais que on n'envoie pas entre guillemets au charbon à mettre des posters, mais ils travaillent depuis Takanobaba et ils peuvent aussi avoir une réduction pour les voyages. Et donc ça c'est au rez-de-chaussée. Et après au deuxième étage, troisième étage, c'est plus la partie programmatique justement où il y a des gens qui cherchent des intervenants extérieurs et des gens qui réfléchissent au programme qu'on peut faire par la suite. Et tout ça. Et donc on est, je ne connais pas l'adresse exacte. Dans la Waseda-dori, c'est ça? C'est ça. Et en face de la banque, plutôt il y a une banque à droite et vous êtes à gauche, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est à gauche. Vous descendez la rue jusqu'à ce que vous ayez un pachinko sur votre gauche. Et on est en face du pachinko. Mais ça n'a aucun lien avec le... Mais ça s'appelle Peaceboat Center, donc soit en japonais ça sera Peaceboat Center, et en anglais ça va être Peaceboat Center. HIS pas loin, c'est ça? Un bureau de... c'est plus loin que HIS. C'est plus loin que HIS? Ouais, c'est plus loin que HIS. Ça va être à 5 minutes de marche à peu près de la gare. C'est à côté de Aoki, il me semble. À côté d'Aoki. Aoki, c'est le... magasin de vêtements pour hommes. Alors je crois que ça n'existe plus. Ah bon? Enfin, pas le magasin en général, je connais pas la franchise ou quoi, mais ce magasin-là, il n'existe plus. Je crois. Ça va, vous avez compris pour demain? Takanobaba. J'ai pas internet sur ce... Mais sur le site internet de Peaceboat, on trouve l'adresse sans problème. Il y a l'adresse sans problème. Si vous regardez sur Facebook, Peaceboat, il y a aussi l'événement, parce que je crois que c'est vendredi, c'est la journée de la Terre. Et c'est pour célébrer la journée de la Terre qu'on parle aussi des océans. Donc c'est pour ça qu'on fait ça demain. Merci. Vous avez d'autres questions? D'autres interventions? Je voulais savoir si vous avez organisé souvent des conférences, du coup, pour parler avec des intervenants à Tokyo, si on peut y accéder. Comment... En fait, on organise toutes les semaines, que ça s'appelle Benkyokai, donc session d'études, et tous les mercredis à 19h, dans les locaux de Peaceboat, on organise comme ça des sessions de présentation dont le thème à chaque fois est différent. Et parfois, on utilise ça aussi pour
pas vraiment pour tester, mais pour écouter des intervenants que nous on aimerait bien voir sur le bateau, ou en regardant ce qu'ils ont publié, s'ils sont basés sur Tokyo, ils nous intéressent beaucoup, et on dit venez présenter votre sujet lors d'une Benkyokai un mercredi dans nos locaux, et en fonction de ça, on voit s'il y a affinité aussi, puis si derrière ils peuvent venir sur le bateau. Donc c'est vraiment très intéressant, et ça change toutes les semaines, mais toujours avec avec cette optique-là, justement, sociale ou environnementale de Peacebot. Vous avez aussi une petite annonce dans le Japan Times régulièrement pour les petites annonces de propositions de travail. Mais là, c'est une proposition de bénévolat à peu près 2 ou 3 fois par semaine dans le Japan Times aussi. Et à ce moment-là, il y a vos coordonnées dans le Japan Times. Alors, c'est pas les miennes. Non, mais, non, oui, c'est possible, parce qu'en fait, on a besoin quand même de 25 personnes, juste pour la partie interprète, et 10 professeurs tous les 3 mois. Donc, on a l'impression que c'est très facile à trouver, mais des fois sur des langues spécifiques, où il faut que les gens ils soient libres aussi pendant 3 mois, et c'est pas toujours évident. Et des fois aussi sur des... alors, on a énormément de chance d'être français ou japonais ou faisant partie de l'espace Schengen, parce que pour les visas c'est un plaisir. On peut voyager très librement dans beaucoup d'endroits, et c'est vrai que des fois on a des professeurs qui viennent, on a envie de les aider, mais il y a des nationalités où il y a beaucoup de visas à prendre en fait sur un voyage autour du monde, et parfois ça marche pas très bien avec le timing des visas. Donc tout ça pour dire que voilà, on recrute en permanence des professeurs ou des interprètes bénévoles, et qu'on a besoin aussi de ces canaux-là, comme le Japan Times, comme Facebook, pour essayer de trouver des gens pour faciliter tout ça. Un des fondateurs est un diplômé de Waseda. Est-ce que vous organisez avec Waseda auprès des jeunes des sessions sachant qu'un des fondateurs vient de Waseda? Alors à Waseda même, je ne sais pas du tout. Je sais qu'on organise beaucoup de sessions de présentation des activités de Peacebot dans plusieurs universités sur Tokyo. Et récemment, surtout sur les Hibakusha, sur les survivants de Hiroshima et Nagasaki, parce que c'est vrai que quand Aikan a eu le prix Nobel de la paix l'année dernière, il y a beaucoup de médias et d'attention qui est venue sur ce problème-là. Et cette question-là, qui est une question japonaise, mais qui avait peu d'écho, qui trouvait peu d'écho dans les médias avant ça. Et donc on a beaucoup de sessions de présentation du programme Hibakusha dans les universités au Japon. Mais à Waseda même, je ne sais pas, je ne peux pas vous... Oui, c'était intéressant de voir au niveau des universités pour recruter des jeunes, en fait. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est une question du futur, donc... C'est ça. Et on essaie vraiment de faire les deux, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'éducation des générations futures, mais parfois, ça permet aussi de pousser le problème à demain en disant, on va éduquer à partir de maintenant, et puis après on verra. Et nous, on pense aussi qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est à faire vers des gens de tous âges. Surtout, le Japon, c'est une population vieillissante, et c'est c'est des gens qui votent aussi énormément. Donc si on peut les sensibiliser à certaines questions sociales, ça permet aussi de changer la société aussi à ce niveau-là. Mais oui, on essaie de faire le maximum dans les universités aussi. C'est jusqu'à Waseda, directement, je ne sais pas vraiment. Je pourrais vous répondre après quand j'aurai l'information, mais là ce soir je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Eric? Les voyages de 2 semaines, vous avez Oui, c'est ça. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, on a en fait le prochain voyage de semaine, il me semble qu'il est en décembre, ils appellent ça, je crois, le Oshogatsu, le New Year Cruise. Donc c'est autour de Noël, c'est après Noël, c'est autour du Nouvel An. La prochaine, je ne sais pas si elle a été annoncée. Je sais que celle d'avant, elle avait été à Taïwan, et le Nouvel An a été fait à Taïwan.
Et l'autre croisière qu'on a, elle est généralement aux alentours de Golden Week. Donc, il y a une à Golden Week, une au Nouvel An, là où les gens finalement peuvent prendre un peu de vacances. Et pour le Golden Week, on avait été à Yosu et à Busan, en Corée. Et au Japon, on avait été à côté de... Ça, c'est beau. Voilà. Moi, j'étais sur le bateau, mais j'avais pas pu sortir du bateau, donc j'essaie de me rappeler là où les gens ont pu aller. Ils ont été à ça, c'est beau. Et sinon, à Busan et à Yosu. Et mécaniquement, on peut pas aller aussi loin, donc c'est souvent Taïwan, Corée, Japon et Russie quand on peut. Donc l'année dernière, on avait été sur ce voyage court comme ça de 10 jours, on avait été à Vladivostok. Vous faites aussi des activités, des conférences? Oui, bien sûr, on fait en plus court. C'est exactement ça, Même chose en plus court, et puis on essaie vraiment de faire le maximum dans un cours de temps, dans un laps de temps extrêmement réduit. Et en fait, ce qui est intéressant aussi sur le bateau, ce qu'on a vu un peu dans la vidéo, c'est que les gens, ils ont le choix entre beaucoup d'activités en fait, à l'intérieur du bateau. C'est-à-dire qu'on a plusieurs salles de conférences, on a plusieurs ateliers, donc en même temps, ils ont le choix entre plusieurs intervenants. On a beaucoup aussi de salles que les gens peuvent louer gratuitement. Donc tous les jours, on a, je sais plus comment ils appellent ça, Jijikaku Plaza, donc une réunion des gens qui veulent organiser leur propre événement. Et des passagers vont louer une salle et on va leur prêter, si quelqu'un sait jouer de la flûte, on va leur prêter des flûtes, des ukulélés. Il y a des gens qui ont été comptables toute leur vie, mais ils veulent donner aux gens des conseils sur leurs finances personnelles. Donc ils vont louer comme ça une salle 1 heure tous les X jours pour donner ça. Comme ça, chaque croisière est vraiment différente parce que les gens mettent leurs épices et tout ça, ça fait une énorme ratatouille. Et comme ça, voilà, chaque voyage est vraiment différent. Donc sur ces petits voyages-là, on a à la fois les intervenants et les gens peuvent aussi créer leur propre événement. Donc moi, j'avais parlé du système éducatif en France. Alors c'était très franco-français ce que je disais, mais j'avais parlé du système éducatif en France. J'avais parlé de Toulouse. J'avais parlé et j'avais donné des cours de français aussi. Sur le bateau qui était très populaire, voilà, les gens venaient, et d'autres personnes, j'ai vraiment vu de tout sur le bateau, quoi. Des gens organisaient des trucs super insolites et des trucs beaucoup plus sérieux et beaucoup plus lourds dans le thème. Mais vraiment, on n'a pas d'équipe avec des dizaines et des dizaines de danseurs ou de jongleurs, ou le spectacle, c'est vraiment tout le spectacle est produit par la partie bateau, par la partie compagnie. Nous, on a plutôt on va faire des cours de salsa, donc on a une professeure de salsa, on a un professeur de yoga, on a un professeur de peinture, on a un professeur de danse du ventre, et donc on va organiser comme ça des classes de peinture, de danse du ventre et tout. Et puis à la fin, il y aura comme une kermesse. Et tous les X jours sur le bateau, on organise comme ça une soirée où les gens montrent à leurs amis, aux autres passagers, ce qu'ils ont appris et ce qu'ils savent faire, quoi. Et donc on fait ça aussi sur les petits les trajets plus courts qui sont 2 fois par an. Mais c'est vrai que sur les trajets plus courts, on les met, on n'en fait pas la promotion autant que les trajets autour du monde. Et il faut regarder, voilà, sur le site internet, nous on appelle ça short cruise, parce que même si la moyenne, je crois en Asie, c'est 5 jours pour une croisière, nous 10 jours c'est vraiment court par rapport aux croisières qu'on fait. Et voilà. Et un autre mot sur les petites croisières, alors c'est intéressant parce que le fait que des croisières, la moyenne des croisières ce soit 5 jours, ça correspond au fait que les gens ils peuvent pas prendre plus de congés que ça normalement, ça fait qu'on est obligé d'aller dans les mêmes ports. Les gens sont obligés d'aller dans les mêmes ports et la destination, finalement, ça ne devient pas le pays dans lequel ils vont, mais ça devient le bateau en tant que tel. Donc c'est pour ça qu'il y a des bateaux avec 12 000 piscines, des casinos, des magasins, des patinoires. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a vraiment envie que la destination, que le focus soit sur la destination dans laquelle on va et pas sur le bateau en tant que structure flottante, quoi. Donc, et ça aussi, on le voit un peu pendant les croisières
les croisières côtes qui sont super... c'est beaucoup d'énergie du coup, parce que les gens ils savent qu'ils sont là que pendant 10 jours, donc c'est vraiment... c'est à balle, c'est bien aussi. Le tarif, je pense, est à peu près sur la même base. Oui, il me semble que oui, ouais. Il me semble que oui. Je suis pas... comment dire, je regarderai sur... Oui, mais il me semble que c'est à peu près la même chose. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai donné le tarif par jour à titre indicatif, mais on a 80% des gens qui restent pour l'intégralité des 3 mois, des 3 mois et demi. Donc c'est vrai que nous, on parle beaucoup plus de prix global en fait, de la croisière plutôt que du prix par jour. Merci. Oui. J'ai une dernière question. Bateau, pour moi, ça rime avec matelot et capitaine et toute l'équipe du bateau, parce que c'est quand même une sacrée machine. Et donc, je voudrais savoir s'il y a aussi un programme éducatif là-dedans. Est-ce que c'est... Ouais. Merci. Le programme éducatif qu'on a, à ma connaissance, c'est plutôt un programme de sensibilisation justement à ces questions de production des déchets et de faire en sorte que nous aussi en tant qu'opérateurs du bateau et les gens qui opèrent le bateau, ils ont aussi ça en tête le recyclage avant tout, le tri des déchets et ces questions-là. Mais après, je ne sais pas si on a si on a des programmes où on fait venir sur le bateau en tant que membre d'équipage, que ce soit pour l'ingénierie ou pour la navigation, pour les chambres, pour la partie restauration. Je ne sais pas si on fait venir des gens avec des programmes spéciaux. Je ne sais pas du tout. Je voulais savoir l'argent du coup, qui est récolté pendant les traversées, il est injecté principalement dans quoi du coup au final? Les gros postes de dépenses. En fait, Peaceboat, en tant qu'ONG, ne peut pas affréter un bateau. Donc on ne peut pas vendre des billets aux gens en tant qu'ONG. Donc on ne peut pas être responsable de ça. Donc on travaille avec une agence de croisière qui s'appelle Japan Grace et qui travaille que pour nous en fait. Donc eux travaillent que pour nous et nous on travaille que pour eux. Donc l'argent en fait qui est récolté, il y a un profit qui est fait, mais c'est un profit qui est dit durable. C'est-à-dire que nous, il nous permet d'indemniser les passagers si on a une bricole sur le bateau, et il nous permet d'affréter notre bateau si jamais on a un problème avec le bateau actuel. Mais c'est tout quoi. Sinon tout l'argent revient dans l'ONG Peaceboat. Donc faire les actions au sein des populations locales, c'est ça, etc. C'est ça. Voilà, principalement. Okay. Est-ce qu'on a épuisé les commentaires et les questions? Rémi, vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais ça m'a fait très plaisir en fait, parce que à chaque fois que je dis aux gens que je travaille pour Peaceboat au Japon, les gens, des fois ils disent « Ah, Peaceboat, je ne connais pas et tout ». Là, je dis les tours du monde en bateau. Je fais « Sekai Ishi no Funatabi ». Là, je fais « Ah, Peaceboat, oui, je vois les posters, tous les posters ». Et en fait, l'organisation est très très connue pour les tours du monde. Du coup, voilà, nous aussi on met 150 000 posters parce qu'il faut trouver des gens aussi qui viennent à bord du bateau financer toutes ces activités-là. Mais on ne sait pas trop pourquoi ça s'appelle Peaceboat en fait. Pourquoi, quel type d'activité on fait et sur le bateau et en port. Et donc moi ça m'a fait très plaisir parce que quand je l'ai vécu de l'intérieur, en étant sur le bateau, j'ai trouvé ça tellement révolutionnaire et génial que j'avais vraiment envie de le partager et de contribuer à cette énergie-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de